Bienvenue sur Mediascope. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de Meilleur Habib, de David Guiraud, de Brigitte Macron que les médias tentent de protéger. Nous, on va commencer par la commémoration des 20 ans de la mort de Ziad Ebouna. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont deux jeunes de banlieue qui, en 2005, tentant d'échapper à un contrôle de police, donc poursuivis par la police, se sont réfugiés dans un poste électrique et sont morts par électrocution. Je dirais que ce drame a été un catalyseur. Il a permis de mettre la lumière sur les différents problèmes qui existent dans nos sociétés, qu'on aimerait voir plus justes et plus équitables. Mais Bouna et Ziad, leurs noms sont devenus des symboles. Mais je dirais ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'ils nous ont laissé un héritage, nous avoir inspirés à agir, à lutter, se battre, s'engager pour créer un monde meilleur. Après leur mort, s'en étaient suivis des émeutes dans toute la France. Et en fait, pour les quartiers populaires, c'était la goutte de trop concernant le contrôle aux faciès et les violences policières. Malheureusement, 20 ans plus tard, ça n'a pas beaucoup changé. Et Samia El-Khalfaoui, qui fait partie d'un collectif de victimes de violences policières, l'a rappelé dans une vidéo de Mediapart. La police en France est une police qui a une histoire coloniale. C'est une police qui a toujours été là pour contrôler en fait un peuple, une race. Dans le logiciel de la police, il y a une case qui est indiquée, qui est la case des perturbateurs, des indésirables. Ces perturbateurs et ces indésirables, dans les années 30, il s'agissait des juifs étrangers. Dans les années 60, il s'agissait des Français musulmans d'Algérie. Aujourd'hui, il s'agit des jeunes racisés, noirs, blancs ou arabes. Donc ça montre combien notre police en France est utilisée dans un but de contrôle d'une population. Et tant que en fait une balle ne rentrera pas en pleine tête d'un blanc issu de bonne famille, je pense que cette loi ne changera pas. Et pour avoir dit ça, toute l'extrême droite lui est tombée dessus. Parce que vous savez, les identitaires soutiennent la police tant qu'elle tape sur les Noirs et les Arabes. Voilà pourquoi pendant la période des Gilets jaunes, ce soutien était beaucoup moins visible, même s'il était toujours présent parce que l'extrême droite est au service de la bourgeoisie. Bref, il suffit de voir par qui a été créée la BAC, la Brigade anticriminalité, pour comprendre pourquoi 20 ans après Ziad Ebouna, la situation n'a pas changé. Regardez. Saviez-vous que la personne responsable du massacre de mai 67 en Guadeloupe, 80 morts civils, est la même personne qui a créé la BAC en Seine-Saint-Denis en 1971, Pierre Bolotte, qui fut aussi préfet sous l'occupation et en poste à Alger dans les années 50. À partir de là, celui qui ne veut pas comprendre la situation, c'est peut-être celui qui veut que ces violences continuent. Un peu comme Barbara Lefebvre, qui lorsqu'on lui évoque Ziad Ebouna, minimise leur mort et veut tout de suite, vraiment tout de suite, la mettre en opposition à d'autres morts. Pour commencer, je voudrais avoir une pensée parce qu'aujourd'hui c'est les 20 ans de l'anniversaire de la mort de Ziad Ebouna. Et je pense que notre pays a encore beaucoup à faire sur ce sujet parce que il y a 2 ans, Naël Merzouk est mort et qu'il y a eu de nouveau des révoltes face à cette mort. Et je pense que notre pays a encore beaucoup à travailler sur le sujet et on ne réglera pas le problème. Des révoltes, il y a eu des émeutes et de la classe aussi. Hein. Oui, d'accord, mais il y a eu un mort. Il y a eu 3 hommes qui sont morts pour s'être interposés. Il y a des gens qui se sont fait tuer encore après, vous avez raison. Non, je vous parle de personnes qui sont mortes en essayant de sauver des gens dans des incendies. Et 2 personnes qui sont mortes et un 3e qui est mort après un traumatisme crânien après s'être fait tabasser. Tabassé puisque la personne a été condamnée. Donc il faudra aussi penser à ces 3 personnes qui sont mortes. Le sujet, c'est que vous opposez les gens, madame. Je les ommette pas, je les rajoute à Ziad Ebouna auquel il faut penser, monsieur Léaumont. Vous avez une tendance à l'opposition entre les gens. Écoutez-moi bien, ceux qui nous écoutent. Chaque fois qu'on essaye de vous faire regarder votre voisin, votre voisine, la personne qui gagne moins que vous, la personne qui porte un voile ou celle qui porte une kippa, chaque fois que quelqu'un essaye de faire ça, il est en train d'essayer de diviser le peuple pour faire en sorte à la fin que nous ne soyons pas solidaires les uns des autres et que nous ne puissions pas nous rassembler pour tenir des objectifs politiques, à savoir lutter contre le changement climatique, obtenir une 6e République et aller chercher l'argent là où il est, dans les poches des plus riches. Diviser pour mieux régner, pour mieux dominer, c'est la stratégie de la bourgeoisie et des sionistes. Et en parlant de sionistes, on va parler de Meilleur Habib qui nous apprend que son procès contre David Guiraud se déroulera ce jeudi. Un procès qui aura pour objet cette séquence qu'on va se repasser pour le plaisir. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi, va. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide délibéré? Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à
Que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà, donc pour ça, Meyer Habib a porté plainte et il nous apprend que depuis cette séquence, tout le monde sur les réseaux le traite de cochon. Ça se voit que ça l'a touché au plus profond de lui, même s'il prétend le contraire. Meyer Habib, jeudi, vous allez vous retrouver devant le tribunal pour une affaire, nos téléspectateurs s'en souviennent, qui vous oppose à David Guiraud, et je sais que ça fait longtemps que vous attendez que justice soit rendue sur ce sujet. Ouais, beaucoup de gens m'interpellent. Ça a été un des moments les plus durs de ma vie parce que je n'ai pas pu répondre. Pas physiquement comme j'en avais envie, je vous le cache pas. Je m'étais traité, vous vous en rappelez, de porc, de cochon à 3 reprises par Guiraud, après qu'ils aient brandi pour la première fois au sein de l'hémicycle un drapeau palestinien. Et c'était un moment très dur pour moi. Et ma vie depuis a changé. C'est-à-dire que c'était une insulte antisémite répétée à 3 reprises. Et depuis, vous le savez sans doute, sur les réseaux, on n'arrête pas de me traiter de cochon. On a hurlé mon nom dans des manifestations pro-palestiniennes. Meyer Habib est un cochon. Je suis un garçon extrêmement fort. Ça ne change rien à ma détermination. Mais on va se retrouver devant le tribunal donc jeudi. Et j'espère que David Guiraud va être condamné. Je fais confiance à mes avocats. J'ai William Gonadel et Olivier Pardot qui seront... Voilà. Alors c'est pas quelque chose que j'encourage d'aller faire. Aller insulter des gens, même Meyer Habib. Mais en tout cas, ça a montré à Meyer la différence entre les plateaux télé et la vraie vie, les gens de tous les jours. Bref, passons à Pascal Praud, qui lui aussi, dans une stratégie de division des Français, demande au journal L'Équipe, un journal sportif, de parler du halal dans le sport. Si le journal L'Équipe n'avait pas la politique éditoriale qu'il a, il parlerait du marché halal dans le sport, où beaucoup de clubs de football professionnels, tout est halal. Tout est halal. Mais, là encore, ce sont des vérités qui ne sont pas dites. Est-ce que Pascal Praud se regarde vraiment dans une classe ? Parce que là, il a osé dire que ce sont des vérités qui ne sont pas dites. Et il le dit droit dans les yeux de Morandini, le pédophile. À l'époque, Morandini aime surfer sur des sites d'agences de mannequins. Un jour de juillet 2009, il invite dans son domicile du 16e arrondissement parisien un jeune lycéen de Rennes qui rêve d'une carrière d'acteur. Là encore, le casting va virer au traquenard. Dans le salon de l'animateur, négligemment posé sur une table basse, des photos de jeunes hommes nus. Projetés sur un immense écran, Ken Park, un film érotique interdit aux moins de 18 ans, dont Jean-Marc Morandini affirme vouloir tourner un remake. Alors que Jules n'a que 16 ans, Jean-Marc Morandini va lui demander de se déshabiller pour le prendre en photo, puis de se masturber, soi-disant pour voir s'il pourrait tenir le premier rôle. Quand Jules refuse, Morandini se montre humiliant, selon le témoignage du jeune garçon devant le tribunal. Il m'a dit que j'étais coincé et que j'avais un petit... et que pour le rôle, j'étais pas assez développé. Il m'a montré les photos d'autres acteurs en me disant qu'ils avaient un plus gros... Voilà donc Pascal Praud se tait sur les condamnations de Morandini uniquement par soumission à l'argent de Bolloré, c'est tout. Parce que quand il s'agit d'autres pédos, là il en parle, il n'hésite pas. L'histoire d'un homme de 60 ans qui tombe amoureux, c'est chaste si on le... évidemment, mais d'un homme, d'un adolescent de 13 ans. On peut le comprendre, que ça puisse choquer, bien évidemment. Même si c'est Thomas Mann, même si c'est littéraire, même si une œuvre artistique, c'est tout ce que vous voulez. Mais il n'empêche qu'un homme de 60 ans, effectivement, ne regarde pas un enfant de 13 ans. Et la vie de ce petit garçon-là. Oui. Ah bah il a été bousillé. Pas la même vision. J'ai pas la même vision. Oui, bah gardez-la pour vous. Ouais. Voilà donc les deux seuls cas dont refuse de parler Pascal Praud, c'est Morandini et le couple Macron. Et rappelez-vous le malaise lorsque avait été évoquée la différence d'âge entre Macron et sa femme. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ce couple Macron depuis le début. C'est là où... Mais on ne peut pas savoir. Pardonnez-moi, mais ce que vous venez de dire est insupportable. Avec tout le respect que j'ai pour vous. On ne sait pas ce qui se passe dans aucun couple au monde. Et on ne veut pas le savoir. Aucun. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans un couple où Emmanuel Macron est marié avec une femme qu'il a connue très jeune. On vous raconte une bleuette sur cette rencontre et le couple qu'ils ont constitué. Eh bien, dans l'opinion, je suis convaincu que ça ne passe pas, ce récit. Mais c'est et qu'il y a toujours une question. Et on peut poser des questions sur mais pardonnez-moi, mais là, on diverge. C'est pas... là, on diverge. Non, on ne diverge pas, c'est le même sujet. Il fait bien de dire que la fable racontée dans les médias sur l'histoire des Macron ne passe pas aux yeux du grand public. Et hier avait lieu le procès pour cyberharcèlement sexiste visant Brigitte Macron. On en a parlé justement hier, et justement, on a pu voir toute la puissance des médias qui mettent l'accent uniquement sur la diffamation et le harcèlement concernant le sexe de Brigitte et foutent aux oubliettes l'aspect de l'âge.
Car qu'elle soit un homme ou une femme, peu importe, ça reste de la pédophilie. Et cette campagne médiatique a commencé chez Hanouna, le nouveau beau-fils de Macron, comme par hasard. Au dernier sujet du jour, Brigitte Macron. Le procès s'ouvre aujourd'hui chez le Verlet. Absolument. Donc c'est devant le tribunal correctionnel de Paris. C'est pour cyberharcèlement sexiste à l'encontre de Brigitte Macron. Et le procès a lieu aujourd'hui et demain. Donc Brigitte Macron, elle avait déposé plainte le 27 août 2024. Il y avait eu plusieurs vagues d'interpellations, notamment en décembre 2024. Donc c'est 8 hommes et 2 femmes. Ils ont de 41 à 60 ans. Et ils sont soupçonnés d'avoir tenu à l'égard de Brigitte Macron des propos malveillants sur son genre, sa sexualité. Et ils ont assimilé sa différence d'âge avec Emmanuel Macron à de la pédophilie. Voilà. Donc les propos sont graves. Qu'est-ce qu'ils risquent, ces gens? Alors, ils risquent 2 ans de prison. Voilà. D'accord. Je peux vous donner quelques profils. Le profil le plus connu, c'est celui du publicitaire Aurélien Poisson-Atlan, 41 ans. Son nom ne vous dit rien. Mais pour ceux qui suivent les réseaux sociaux et la vie médiatique, il était sous le pseudonyme de Zoé Sagan. Il fait l'objet de plusieurs plaintes et il est souvent présenté comme étant très proche des sphères complotistes. Les gens savent compter. Elle est née en avril 53 et lui en décembre 77. Près de 25 ans d'écart. Et elle a commencé à le fréquenter quand il avait 14 ans et elle en avait 39. Donc ça, au-delà de tout ce qui serait considéré comme complotiste, c'est factuel. Mais non, les médias vont parler des théories les plus folles, jamais de l'âge. Sur BFM, ils vont faire un lien, par exemple, avec ce qu'a subi Michelle Obama. Et il y a même un terme qui est devenu viral et qui est un terme consacré dans les complosphères internationales, la transvestigation, qui est en gros l'investigation du fait que quelqu'un serait trans et nous le cacherait. La transvestigation vient des États-Unis. Et l'une de ses premières victimes a été Michelle Obama, l'ancienne première dame américaine. Les émissions d'Alex Jones sont suivies par des centaines de milliers de téléspectateurs chaque jour. C'est lui qui a commencé à surnommer Michelle Obama Big Mike et a affirmé qu'elle était née homme. Et donc on voyait tout un tas de photomontages absolument, franchement désagréables. Le complotisme, c'est un business et c'est un business extrêmement rentable. Sur France 2, on va parler uniquement des théories concernant le genre de Brigitte Macron. Ils sont publicitaires, galeristes, enseignants ou encore retraités. Ils sont jugés à partir d'aujourd'hui pour avoir harcelé en ligne Brigitte Macron. Ils ont participé à la propagation d'une allégation délirante à propos de la première dame. Elle serait une femme transgenre. Une fausse information relayée de façon vertigineuse sur les réseaux sociaux. Voici quelques exemples de publications. J'affirme que Brigitte Macron est un homme, écrit un accusé. Un vieux travelot, écrit un autre. Les époux Macron ont aussi porté plainte aux États-Unis, car la diffusion de cette fausse information a été amplifiée par les milieux conspirationnistes américains. Et sur le service public, on va avoir un journaliste, entre guillemets, qui est pour moi clairement en mission afin de brouiller la tête des téléspectateurs. Et il n'en est pas à son coup d'essai. Il avait notamment attaqué Carl Zero, qui est peut-être un des meilleurs journalistes en France concernant les affaires pédocriminelles. Donc ce journaliste va tout mélanger avec les théories complotistes les plus folles. Tout ça pour ne pas parler encore une fois de ce qui est factuel, l'âge. En réalité, si Brigitte Macron est un homme, elle est un pédophile qui a abusé d'Emmanuel Macron et donc elle est la preuve de l'existence de cette secte de pédophiles satanistes qui gouvernent le monde en secret. J'hallucine des mots que je suis en train de prononcer. Ah oui, j'ai honte, je suis désolé pour les téléspectateurs. Non, mais je veux dire, il y a un moment, il faut quand même se... Mais c'est vraiment ce qui est écrit partout. En fait, moi, ce que je veux vous dire, c'est que les gens que je vois défendre ces idées-là défendent en réalité la vision d'un monde terrifiant dans lequel, eh bien, il y aurait des crimes rituels commis sur les enfants dans tous les palais de pouvoir de la planète. Et en fait, si on attaque Emmanuel Macron, c'est parce qu'il est le défenseur de cette secte-là. Et c'est ce narratif-là, en réalité, qui a gangréné les cerveaux de centaines de milliers de nos compatriotes. Sur le même plateau du service public, ils vont dire que les gens ont inventé des rumeurs simplement parce qu'ils détestent Macron. Peut-être concernant les rumeurs sur le genre de Brigitte Macron, mais concernant l'âge, l'écart d'âge et la période où ils se sont rencontrés. C'est factuel. Qu'on déteste pas Macron, c'est factuel. Votre sentiment, c'est qu'ils y croient ou certains le relayent parce que ça les amuse de faire turbuler le système ? Je crois que c'est surtout la détestation de Macron qui les anime.
Parce que, si j'ai bien compris, cette fake news est montée en 2021 en France. Et que c'était les mouvances anti-vax qui sont elles-mêmes déjà pas mal complotistes dans ce système. Et donc la détestation de Macron d'une partie de l'opinion, pas de tout le monde, est quand même le moteur, à mon sens, de le fait de répandre ces fake news. Et au bout d'un moment, vous arrivez à tomber sur des gens normaux, ou à peu près normaux, qui vous disent « mais tu crois pas que Brigitte Macron, c'est vraiment une femme ?» Et donc la capacité de persuasion, effectivement, de la répétition, comme le disait Thomas Huchot, est très forte. Et ce qui est effrayant, c'est qu'aujourd'hui, on voit le même mécanisme que pendant la première élection de Macron. Les médias, qui comme un seul homme, se lèvent tous pour protéger le couple Macron. En 2017, ils avaient tous accepté de diffuser une histoire qui ne tient pas la route concernant leur rencontre et surtout la période de leur rencontre. Et sans la complicité des médias, jamais Macron n'aurait été élu. Voilà pourquoi ma chaîne est axée sur les médias. Ces médias bourgeois qui font du pays absolument ce qu'ils veulent. Et on l'a vu ces dernières semaines avec Sarkozy, accusé à peu près de tout, plus de 10 affaires sur le dos, et les médias qui l'ont soutenu et continuent à le faire. Et ils vont tout faire pour le faire sortir de prison prématurément. Hier encore chez Hanouna, qui a relayé un article du JDD, le journal de Bolloré, comme par hasard. Écoutez. Alors, c'est incroyable cette histoire. Écoutez, elle est folle. Elle est folle. Oui, il y a eu un rebondissement incroyable aujourd'hui. Alors, franchement. 2 députés LFI, Daniel Obono et Hugo Bernalicis. Non, mais c'est une fan, c'est une vanne. Voilà, 2 insoumis donc, ont voulu accéder à sa cellule. Et ils voulaient également visiter la cellule des 2 personnes qui sont chargées de la surveillance de Nicolas Sarkozy dans une cellule à côté. Évidemment, ils font tout un ramdam, etc. En fait, leur but, c'était de prouver que Nicolas Sarkozy bénéficie d'un traitement de faveur à la santé. L'administration carcérale refuse. Et à ce moment-là, les 2 députés s'énervent. Il y a une source qui dit, c'est le JDD qui a raconté l'histoire, Bernalicis pète un plomb. Alors, et puis, il y a des infos qui sortent. Ils nous disent que Nicolas Sarkozy aura acheté un petit balai pour que sa cellule soit propre. Oui. Et il a acheté aussi du thon et des yaourts. Du thon et voilà, du yaourt. La dernière info sur Nicolas Sarkozy, c'est pas une vanne, hein, c'est une vraie info. Allez, on va... Vous allez voir, Hanouna, petit à petit, au travers de ses chroniqueurs, de ses sujets, il va recommencer à parler politique. Vous verrez. Et le groupe M6 ne dira absolument rien. Bref, pour en revenir à ces accusations, lisons une partie de la réponse d'un des députés concernés, Hugo Bernalicis. Regardez. Nous n'avons jamais demandé à voir Nicolas Sarkozy. Je suis allé ce matin à la prison de la Santé à Paris avec ma collègue députée Obono pour faire usage de mon droit de visite parlementaire. Évidemment, la présence de Nicolas Sarkozy dans l'établissement attire la lumière. Mais je n'ai pas attendu sa présence pour visiter l'établissement. C'est ma 4e fois. J'ai visité plus de 40 établissements différents en 8 ans de mandat. Dans l'indifférence totale du JDD, d'Europe 1 et du reste de la presse de droite et d'extrême droite. Nous sommes allés à la santé pour mettre la lumière sur une autre réalité. 190% de taux d'occupation. C'est un enfer tant pour les personnes détenues, avec des dizaines de matelas au sol et 3 détenus dans 9 mètres carrés, que pour les personnels de la détention, que ce soit la surveillance, la probation ou le médical. Mais de ça, il n'en sera rien. L'article du JDD annonçant le premier notre visite a été publié alors que nous étions encore dans la détention. Bien informé en direct par la présence inédite en 40 visites du service communication de la direction interrégionale du service pénitentiaire d'Île-de-France, le cabinet de Gérald Darmanin est en canal direct avec la presse d'extrême droite qui s'en étonnera. Pire, ils s'inventent des mensonges. Je répète, nous n'avons jamais demandé à voir Nicolas Sarkozy, nous avons demandé à visiter le quartier isolement, comme le quartier disciplinaire, comme le quartier vulnérable, comme le quartier arrivant, comme la détention classique. Voilà, donc comme je le disais, ils feront tout pour faire sortir Sarko, disant qu'il est en danger, qu'il est persécuté, etc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, partager et booster la vidéo si vous le pouvez. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dans tous les cas, on est ensemble.